J'ai mis le t-shirt. Bon, il y a des soirées spéciales au Paris Cinéma Club, puis il y a des soirées très spéciales. Parce que La Dame aux Camélias est un film qui compte beaucoup pour pas mal de gens ici. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ça va être une belle soirée avec un film restauré par Gaumont, précédé d'une surprise que je ne vous dévoile pas. Et par contre, nos deux invités du soir vont vous en parler avec un peu plus de précision, voire de malice. Donc je vous demande d'accueillir très fort le président de la Gaumont, Nicolas Seydoux, ici présent, accompagné d'Isabelle Huppert et de tous les On est ravis d'accueillir Nicolas parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de présenter Nicolas Seydoux qui est quand même un personnage éminent dans le paysage du cinéma français. Il va vous parler de son livre, peut-être un peu du film, peut-être un peu de sa relation avec Isabelle, peut-être un peu de la surprise qui va précéder le film que vous allez voir. Donc je laisse Nicolas et Isabelle dialoguer rapidement entre eux parce que vous les retrouverez à la fin du film. Et à tout de suite. Bonsoir. Alors ça, les surprises, elles ne manquent pas ce soir. La première, je commence par la première, c'est la meilleure, il n'y a pas de livre. Donc on a une organisation absolument formidable, les gens qui se connaissent depuis tellement longtemps, il n'y a pas de livre. Mais il y en aura. Donc, tout sera fait pour ceux qui auraient envie d'avoir ce livre. Je regrette de dire qu'il n'est pas le dernier prix de concours, donc on ne trouve pas en centaines d'exemplaires dans toutes les librairies du coin, de laisser leur nom, leur adresse, de le payer, leur sera dédicacé et selon ce que vous souhaitez, porter ou envoyer. Premier point. Deuxième point, avant de passer la parole à Isabelle, avant de voir le film, vous allez commencer par voir des actualités. Je te laisse la parole. Bonsoir. J'étais en train de penser, au fond, c'est comme un film. Oui, comme Nicolas a dit. Très très mauvais. Il n'y a pas de. Je ne suis pas d'accord, Nicolas. Le cinéma, c'est ça. C'est comment transformer les contraintes et les surprises en bonnes surprises. Voilà. Donc, ça dépend que de nous. Exactement. Alors, oui, donc moi je suis très heureuse et assez touchée de vous présenter ce soir ce film, La Dame aux Camélias, qui est un film que j'ai beaucoup aimé faire, pour plein de raisons, artistiques et personnelles. Et surtout, avant le film, il y a une surprise. Voilà, mais j'ai pas envie de vous la dévoiler. Il y a une surprise qui me concerne aussi personnellement, qui concerne aussi certains membres de ma famille. Donc je vous la laisse découvrir. Et puis on est ravis de revenir tout à l'heure et voilà, de vous parler et du livre et du film. Voilà. Et puis un peu comment le hasard, donc la vie, avec Isabelle et moi, qui sommes tous les deux surtout très jeunes, nous connaissons quand même depuis quelques mois. Je souhaite que vous soyez assez nombreux après la projection, excellente projection, dans une salle remarquable, et c'est d'abord dans les salles qu'il faut voir les films, même si peut-être un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu sur d'autres supports. Bonne projection, à tout à l'heure.
Bon. De bandits et de prostituées, pas tout à fait. Pas tout à fait, ce n'est pas exactement la caractéristique d'Isabelle Huppert. Il y aura sûrement un micro prochainement. Ça va venir. C'est une soirée assez imprévisible. Totalement imprévisible. Donc, et je ne me prends pas pour un bandit. Vous le regrettez peut-être. Moi, je ne le regrette pas. En tout cas, je n'ai pas besoin de présenter Isabelle Huppert, qui à l'époque était un tout petit peu moins connue. Mais grâce à ce film et à d'autres, tu as commencé une carrière brillantissime. Et je voudrais que tu nous dises 2 mots d'abord de ces archives qui ont été présentées. Ah oui. Que peut-être que tous les spectateurs n'ont pas compris. Et voilà. Oui, on était un peu dans le doute, voilà, dans l'inconnu. Non, alors ces archives, vous avez vu, il y avait marqué les sœurs Callot. Voilà, donc ça présentait le travail de ces couturières du début du siècle, les sœurs Callot. Et ça m'a beaucoup touché quand Nicolas m'a dit que le film serait précédé de ces archives de l'époque, parce que les sœurs Callot étaient mon et notre, parce que mes sœurs sont là dans la salle, nos arrière-grand-mères et arrière-grand-tantes. Voilà. Donc c'était très émouvant pour nous de voir ces archives Gaumont qui montraient ces mannequins revêtir les robes des sœurs Callot, qui étaient des couturières, on dirait des designeuses, des designers maintenant, très connus de l'époque. Voilà. Voilà l'explication. Alors merci Nicolas d'avoir fait précéder le film de ce petit film noir et blanc. C'était vraiment très inattendu. Merci. Et je pense qu'on est au cœur du sujet, c'est que le cinéma c'est la fiction, mais la fiction ne se nourrit que de la réalité. Et que tu en es un témoignage exceptionnel. Tu viens de parler donc de ton arrière-grand-mère et de sa sœur. De ses sœurs. Pardon. Elles étaient garçons. Vous remarquez qu'on dit souvent qu'on ne parlait que des hommes. Eh ben non, eh ben non. On parle des sœurs Callot à l'époque, et aujourd'hui on parle d'Isabelle Huppert, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a très peu de temps, puisqu'elle est très jeune, donc il n'y a pas très longtemps, mais la vérité c'est que nous sommes connus très jeunes. Alors, raconte un peu comment, finalement, ton père était déjà dans le métier. Ah, mon père, non, pas spécialement, non. Non. Hein? Mon père, non. Mon grand-père, un petit peu. Mon grand-père aimait beaucoup aller au cinéma. Et puis oui, il avait été proche de la production il avait produit un film, mon grand-père, qui s'appelait La Maternelle. C'était un livre d'un auteur qui s'appelait Léon Frappier. Et c'était un film avec Madeleine Renaud. Parce qu'il était impliqué dans la direction des studios qui s'appelaient France Studio Photosonore à l'époque. Voilà. C'est du moins ce qu'on nous racontait quand nous étions enfants. Et donc, voilà, c'était ça un peu. Tu avais un père qui, lui, était dans la technologie, dans les laboratoires. Et je m'excuse, mais comme tout à l'heure, tu m'as dit que je n'avais pas un immense souvenir. C'est vrai que je me souvenais plus de toi que de ton père. Et nous avons eu la chance de nous rencontrer assez tôt. Ce film, un film de Claude Chabrol, où nous sommes aux États-Unis, et puis les gens succèdent comme ça vous intéresse pas du tout, mais c'est pour ça que je vous le raconte, parce que peut-être que ça vous intéressera après. Et je savais que Claude était un fin gourmet. Et chacun commandait un Perrier citron, Et je me retourne vers Claude et je dis, je crois que nous voyions à l'époque,
Ça n'a pas d'importance. Moi aussi, je le vous voyais. Hein? Je le vous voyais toute seule. C'était une autre époque. Quoi. Bah, lui me tutoyait, moi je le vous voyais. Et je dis, vous n'allez pas prendre du Perrier. Il dit non, rassurez-vous. Donc on a tous les deux pris un verre de blanc et que la vie autour des films de cinéma, qui accompagne les films de cinéma. Parce que Isabelle a l'air de rien, elle arrive de Tokyo, demain elle est à Anvers. C'est-à-dire que c'est un métier de chien. Bon. Et que la chance que nous avons, c'est que de temps en temps, eh bien, vous ne savez pas que c'est un métier de chien, et vous trouvez qu'Isabelle est formidable. Vous voulez que je vous dise? Moi aussi. Puis après ça, on parle un peu de cinéma? On peut parler de cinéma, de ton livre, Nicolas. Ça c'est la plus belle histoire que je connaisse. Vous êtes restés nombreux, vous avez raison, parce que vous ne pourrez pas acheter le livre en sortant. On a réussi un coup exceptionnel. C'est de vous faire venir en espérant que 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 50 achète le livre, et il n'y a aucun livre. Voilà. Ça, je dois dire que dans ma petite histoire cinématographique, là j'arrive au meilleur. Il n'y a rien. 50 ans de vie de cinéma, et on arrive. Enfin, on arrive, c'est pas moi qui arrive, c'est les responsables de la salle. Viennent voir la Dame aux Camélias. Ils se disent peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu une petite influence dans le cinéma, on ne sait pas, mais enfin on ne le connaît pas, mais enfin, on va voir. Eh bien non, il n'y a rien à voir. Ça, c'est un scénario, j'en ai lu quelques-uns, j'ai participé à la production de quelques autres, ou les mêmes, et là, c'est le meilleur scénario de ma vie. Isabelle, elle est d'accord avec moi. Il n'y a pas de livre. Mais, si vraiment vous avez envie de le trouver, vous laissez votre nom, vous laissez votre adresse, vous le payez, et je vous promets que je vous le dédicacerai, et que ce sera une dédicace qui sera différente de celle de tous les autres. Quand même, je ne sais pas le concours, mais on en a au moins vendu 4-5. Voilà. Donc Isabelle, on parle de cinéma. Il y a déjà eu quelqu'un qui a acheté le livre en partant en précommande. Ah bah il a eu raison. Ça, il a eu Je vous raison. incite à le faire à votre tour en partant. Et Nicolas, je suis obligé de te faire mentir, mais il y a un livre. Voilà. Il y en a un. Il y en a un. Faire ce livre. Alors on le met au enchères. 4, Bon, on le met aux enchères. Et donc voilà, Nicolas Seydoux a beaucoup de choses à dire sur le cinéma. Et donc, blague à part, je pense que c'est un livre que vous aurez grand plaisir à lire. Et encore une fois, il y en a 4 ou 5 disponibles physiquement. Les autres vous seront envoyés directement chez vous. Donc c'est vraiment merveilleux, j'ai l'impression d'être dans le téléachat. Mais en tout cas, voilà, Nicolas, ton livre est ici. Il est bien présent, il est ample, un livre un peu somme. Je pense qu'il est passionnant, parce que je ne l'ai pas lu moi-même, mais je le ferai sans plus tarder. Et donc, fait lire par d'autres. Et voilà, je l'ai fait lire par d'autres. Et donc voilà, achetez le livre Nicolas, et puis je te repasse le micro, puis parlons de cinéma, parlons de vos souvenirs en commun. Alors, quand tu as eu envie d'écrire ce livre? C'est une bonne question, et en fait, exactement 50 ans que je suis dans le cinéma, et je me suis dit que chez Gaumont, celles et ceux qui travaillaient aujourd'hui, ils ne connaissaient pas ces 50 ans. Le début de ces 50 ans. Et moi, quand je suis arrivé chez Gaumont, j'étais stupéfait de voir que nous sommes la plus ancienne compagnie de cinéma du monde. Nous ne sommes pas nés les premiers, mais nos collègues ont disparu. Tout le monde sait que ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, mais il n'y a plus de société Lumière. Il n'y a plus de société Méliès. Et que Gaumont est toujours là. Et quand je suis arrivé chez Gaumont, il n'y avait pas de passé. Et moi, je suis convaincu que une famille, un village, une région, une commune, un pays ne peut regarder son futur que si elle connaît son passé. C'est très important de connaître ses racines. Aucun passé n'est parfait. Le vôtre, le mien,
Il y a toujours quelque part un ancêtre qui... on aurait aimé qu'il se conduise mieux. Mais c'est très important de le connaître, parce que j'ai une conviction absolue. C'est qu'on n'apprend rien de ses succès. Un film qui trouve les critiques, est primé dans les festivals, qui trouve le public, bah, il n'y a qu'une chose à dire, c'est que tout le monde a été bon. Les comédiens, les comédiennes d'abord, le réalisateur, puis tout le monde. Donc on n'apprend que de ses échecs. Et il n'y a pas de vie sans échecs. Personne n'a de vie sans échecs. Et que ça, je pense que c'est un des grands défauts de la culture française, c'est que de ne pas comprendre qu'un échec ne vous tue pas. C'est comment on se relève de son échec. C'est comment on comprend pourquoi on n'a pas été bon ce jour-là. Et que le cinéma, nous rêvons tous. Isabelle, toutes celles et ceux avec lesquels elle a travaillé, réalisateurs, collègues, etc., producteurs, nous rêvons tous d'avoir à la fois un prix à Cannes, à Venise, aux Oscars, et vous, le public. Et ça, c'est rarissime. Ce qui arrive, c'est que souvent, on a dans le célèbre journal du soir une excellente critique, et que le public ne suit pas. Et qu'inversement, un film est démoli, mais j'en cite dans le livre, et que 30 ans après, 40 ans après, on vous dit comment Georges Lautner, avec ce chef-d'œuvre que sont les Tontons Flingueurs. Sauf que moi j'ai relu les critiques de l'époque. Et donc, nous ne vivons que de vous. Nous ne vivons que des spectateurs. Et vous avez le droit, pas le devoir, mais le droit absolu de ne pas aimer un film et d'aimer l'autre. Et que, pourquoi je crois au cinéma? Pourquoi je trouve que le parcours d'Isabelle est exceptionnel? C'est parce que, quand vous voyez un film, vous êtes ensemble. Vous avez décidé d'aller ou de ne pas avoir, de ne pas aller voir, pardon, le dernier film d'Isabelle. Pendant 2 heures, vous êtes là, pas dérangé par le rappel à l'ordre du micro-ondes, les cris des voisins, que sais-je. Et vous êtes quelque part en communion avec vos voisins et voisines que vous n'avez jamais vus avant et probablement que vous ne reverrez jamais après. Puis vous sortez de là, c'est simple, c'est nul, et nous sommes détruits. Et puis il nous appartient de rebondir, mais c'est notre problème, ou bien c'est formidable. Et vous en parlez après. Que le cinéma, c'est ça. Comme le théâtre, comme l'opéra. On réfléchit avant d'y aller, on décide ensemble d'y aller. Pendant 2 heures, un peu plus ou un peu moins, on vit ensemble dans le silence, ce qui est sur la scène ou sur l'écran, et puis on en sort, et là, c'est la magie de la représentation, la magie de ce qui fait que la jeune femme qui est à côté de moi, que j'ai la chance de connaître depuis un peu plus que quelques mois, est devenue une icône du cinéma français. D'ailleurs, pas seulement du cinéma, parce que tu es partout, à Venise ou ailleurs, tu présides et tu es là, comment dire,
comme si tu sortais de la station de métro totalement inconnu. Et ça, c'est ce que le cinéma a réussi à faire, c'est transformer quelqu'un qui, si on n'est pas attentif, entre guillemets, comme vous et moi, et qui est simplement une des plus grandes vedettes du cinéma mondial. Isabelle, merci de nous accueillir ici. Merci Nicolas pour ces mots qui me touchent beaucoup. Mais je t'entendais, je t'écoutais, et alors tu parlais de ce que tu avais eu envie de faire à travers ce livre, de revisiter le passé, enfin ton passé aussi, comment tu as commencé à vouloir faire du cinéma, c'est ce qu'on trouve dans le livre et ce que tu en penses maintenant. Mais alors, qu'est-ce que tu penses du futur du cinéma? Parce que tu as beaucoup vu Godard, tu étais assez proche de lui. Je ne savais pas d'ailleurs que vous l'étiez autant. Et donc tu as su, comme moi, que Godard n'était pas le plus optimiste en la manière. C'était aussi un peu sa manière de porter le cinéma au plus haut et de l'aimer, au fond, que d'en prédire sa fin proche. Voilà. Le cinéma, c'est un peu la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Lui, il a plutôt passé toute sa vie en pensant qu'elle était vouée plutôt à moitié vide et qu'elle était vouée à se vider complètement. Moi aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En très peu de mots, beaucoup de phrases. Jean-Luc Godard. Donc, je ne parle pas de Jean-Luc Godard, je ne fais que reproduire les lettres qu'il nous a écrites. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y en a une qui se termine par un certain cinéma ou un cinéma certain. Jean-Luc Godard, à la différence de François Truffaut, avec lequel il a eu beaucoup de problèmes, juste un mot, quoi, après l'ennemi américaine, Truffaut dit je ne dis que la vérité, et Godard, de façon très godardienne, dit il oublie de dire que l'actrice principale est sa maîtresse. Donc on est à une autre période, mais qui bizarrement nous ramène exactement à ce qui se passe dans le cinéma et ailleurs aujourd'hui. Moi je suis un optimiste. D'ailleurs, si on n'a pas un optimiste, bon, on va faire n'importe, on saute par la fenêtre. Je veux dire que je crois absolument à l'avenir de l'humanité et dans l'avenir de l'humanité, l'avenir du cinéma. Le cinéma français est extraordinairement particulier, puisque grosso modo, il est en crise depuis sa naissance. Et c'est parce qu'il est en crise que celles et ceux, ou certains de celles et ceux qui s'intéressaient au cinéma ont réussi à convaincre les pouvoirs publics que certaines mesures devaient être prises. Et que nous avons un système qui évidemment a des défauts, mais qui est simplement le meilleur du monde. Où, pour être bref et pas rentrer dans la technique, le cinéma américain subventionne la création européenne. Et évidemment, les Américains cherchent à détruire ce système depuis longtemps. Enfin, pour le moment, nous sommes en paix. C'était dur à atteindre. Et ça va probablement être dur de continuer. C'est-à-dire que quand vous payez
place de cinéma, ben, il y a 11% de ce prix qui est réinvesti dans le cinéma. Parenthèse fermée, je ne suis pas là pour faire de la technique. Alors pourquoi je crois à l'avenir du cinéma? Parce que vous êtes là dans cette salle. Et que quand je vois pour moi une des plus belles villes du monde, Venise, des hommes et des femmes qui ont pris toutes leurs économies pour être là et qui sont là sur leur téléphone portable en train de se regarder eux-mêmes et qui ne regardent pas Venise, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de communiquer. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être ensemble. Moi, je suis très frappé de voir que quand nous avons réorganisé la Coupe du Monde, ben, les stades qui avaient été faits quelques 20 ans auparavant, ils étaient les Zéniths aujourd'hui, qui ont été construits dans les années 70, sont trop petits. Que l'homme a besoin de l'autre et que cette idée, moi j'appelle le télétravail le téléchômage. Non, c'est parce qu'on est ensemble qu'on communique que tout d'un coup, le fait d'être 12 fait qu'il va naître une 13e idée, parce que dans la confrontation, dans le rapport, le fait d'être dans une salle de théâtre, dans une salle de cinéma, dans une salle de concert, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, on participe à une émotion collective. Il est évident qu'aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont regardé les Jeux Olympiques, il est évident que vous voyez mieux les épreuves à la télévision. Enfin, quand vous êtes dans le stade, c'est quand même autre chose. Vous voyez rien. En plus, vous étiez sous la pluie pour un certain nombre d'entre vous. Sauf qu'il y a une émotion collective, et tout d'un coup, on se dit, mais, enfin, je veux dire, il n'y a rien de moins comment dire, de moins cinématographique qu'une épreuve de natation. On ne voit rien du tout. On a un gars, et puis voilà, ben, la France était là, en train d'être derrière. Et parce que nous sommes ensemble en train de partager une émotion, des émotions. Et donc je crois absolument à l'avenir, à une condition. C'est évidemment que le film de cinéma soit dans les salles pendant un certain temps avec une exclusivité, parce que s'il passe en même temps sur les plateformes, les parents ne donneront pas les 20 oui, allez, le prix moyen de place de cinéma en France, c'est 7 €. Voilà. 14 € plus ce qui va à côté, les 20 € nécessaires. Mais, donc le cinéma a besoin d'une certaine exclusivité. Mais je crois absolument à notre envie, à notre désir de partager ensemble des émotions, et que je pense que le cinéma français, en tout cas, a montré qu'il en était capable. Nous sommes le pays occidental qui a le mieux réagi après la crise du Covid. Les Américains, il y a eu la grève, c'est vrai, mais en ce moment, ils sont un peu trop dans la répétition, parce que quand on passe pour le James Bond, je crois qu'on est à la 23e fois, puis enfin, pour en citer d'autres, le cinéma français, dans sa diversité, eh bien, vous l'avez vu, nous en parlions tout à l'heure, il y a des films qui attirent plutôt les anciens, Aznavour, parce que les jeunes, eh bien, c'est pas leur chanson. Et puis il y en a d'autres, L'amour fou, ils attirent plutôt les jeunes, et c'est cette diversité, je pense, qui fait notre force. Et Isabelle en est le témoin absolu, parce que, d'abord, tu fais partie quand même des assez rares comédiens qui sont à la fois au théâtre et au cinéma, que tu as participé à des films qui étaient parfois un peu pointus. Tout à l'heure, on parlait de Jean-Luc Godard, il y en a d'autres qui ont trouvé des grands succès populaires. Je te laisse la parole. Parce que c'est quand même toi qui sont venus voir.
Mais peut-être on va laisser la parole au public. Mais tu peux rebondir un peu si tu veux. Vraiment Ah, bouche bée, totalement. Merci, Lorenzo. Non, je crois que Nicolas, il n'a pas tout dit, hein, il a encore beaucoup de choses à nous dire, et notamment dans son livre, pour revenir au sujet qui nous occupe ce soir. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu une antienne là qu'on répète, parce qu'il faut la répéter encore et encore et encore. C'est vrai que l'important c'est la salle. C'est quelque chose aussi, Lorenzo, c'est de faire venir les gens dans les salles, et que le jour où ils viendront plus dans les salles, ça sera pas la même expérience. Mais je pense qu'on n'en est pas là encore. Je pense. J'en suis même. Je veux en être persuadé. Oui. Parce qu'on voit bien même qu'au-delà des années, quelques années qui se sont écoulées, alors peut-être aussi c'est différent d'un pays à l'autre. Tout à l'heure, on parlait des États-Unis, par exemple, qui reste un peu comme ça la référence, à tort d'ailleurs, parce que les cinématographies, les bonnes nouvelles, elles vont pas, ou les mauvaises d'ailleurs, elles sont pas toujours du côté des États-Unis, elles sont partout dans le monde, notamment d'Asie aussi. Mais oui, tu disais que la situation était beaucoup plus préoccupante finalement aux États-Unis qu'ici. Je crois que l'intelligence artificielle ne pourra pas faire, c'est que vous ayez une idée nouvelle. L'intelligence artificielle sur Spider numéro 159, elle est meilleure que chacun d'entre nous. Mais l'intelligence artificielle sur le fait qu'on va chercher l'improbable, un opéra célèbre, un roman ancien de Balzac comme Illusion perdue. Ça, l'intelligence artificielle ne va pas le faire. Et que ce qu'il y a de plus rare chez l'homme, c'est l'imagination. Et je pense que c'est ce que nous devons cultiver aujourd'hui plus que jamais. C'est d'avoir des idées nouvelles. Alors, nouvelles, l'amour entre deux êtres humains, ça peut se traduire de beaucoup de façons. Les Grecs en ont parlé, et je pense que, je parle des Grecs anciens aussi, et je pense que dans 100 ans, on en parlera encore dans le cinéma, parce que c'est un sujet inépuisable, et chaque fois, c'est pas un détail, c'est beaucoup plus que ça, c'est que ce sont des rapports, tout d'un coup, que personne n'avait imaginé. Et ce que nous ne cultivons probablement pas suffisamment dans notre pays, qui aime la rationalité chère à Descartes, c'est justement l'imagination. Je ne l'ai pas retenu complètement, mais il y a une phrase d'Einstein, on lui demande l'éternité, pouvez-vous nous l'expliquer? Il me faudrait l'éternité pour vous l'expliquer et l'éternité pour vous compreniez. Très optimiste. Oui. On va essayer de mettre moins que l'éternité à poser quelques questions. Et quand Nicolas vous faisiez référence au père d'Isabelle, c'était pour le conseil d'administration dont on a parlé au dîner, ou pas? Parce que c'est non élucidé. Non, c'était très précis, c'était un laboratoire dont le père d'Isabelle était le responsable. À l'époque, on ne va pas rentrer dans la technique du cinéma, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait des films. Il y avait d'ailleurs une société qui était, dans son domaine, la meilleure du monde, Kodak, qui a disparu.
c'est comment... voilà. Et c'est la société qui a inventé le numérique. Et qui n'y a pas cru. Et ça n'a rien à voir avec le père d'Isabelle, mais il y avait un laboratoire. Ah ouais, quelques questions. Je vais être galant, mais après je viens te voir. Bonsoir. Alors ça va peut-être être un peu par rapport au film, mais c'est aussi justement le rapport avec le fait de réinventer, dont vous avez pu parler, et de s'inspirer de la littérature, et vu que c'est un film qui s'inspire quand même d'un chef-d'œuvre de la littérature. Est-ce qu'il y a par exemple d'autres œuvres littéraires que vous aimeriez incarner au cinéma peut-être, ou voir modifier et pouvoir travailler à partir de ça, parce que des fois c'est très très loin. Je ne sais pas si vous aviez vu peut-être à Cannes The Substance que j'ai vu hier, personnellement ça m'a rappelé La peau de chagrin de Balzac alors que ça n'a rien à voir, c'est un film avec des tripes partout. Donc peut-être, je ne sais pas, soit une œuvre, soit une façon autre de réinterpréter une œuvre que vous aimeriez faire. Oui, mais là justement, tout l'intérêt de ce film, c'était parce que c'est l'histoire de la personne qui a inspiré la fiction. Donc c'était finalement beaucoup plus intéressant que d'interpréter la vraie Dame aux camélias, enfin la vraie Dame aux camélias littéraire, donc la fausse, d'une certaine manière. Là, c'est la vraie histoire de la Dame aux camélias. C'était une idée au départ de, je sais pas, je me souviens plus s'ils sont dans le générique dont on parlait, parce qu'on a eu toute une petite discussion sur les génériques, on en parlera après ça. C'était une idée de Orange et Bost, qui étaient des scénaristes très, très connus dans les années 60-70. Donc, je ne sais pas comment c'était, vous avez eu cette idée assez formidable de raconter la vraie histoire de la Dame Camélia. Donc, oui, bon, moi, pour en citer qu'un, par exemple, j'ai effectivement joué Madame Bovary. Il y en a eu plein, il y en a eu moins 8 ou 9 des Madame Bovary, puis il y en aura, ce ne sera pas la dernière, il y en aura encore certainement d'autres. Ça dépend avec qui, voilà. J'ai pas, c'est plutôt interpréter quelqu'un avec qui le faire, voilà. Dans l'absolu, j'ai pas vraiment ce genre d'idée. Parce que je pense toujours, le cinéma, c'est pas tellement pourquoi on le fait, c'est surtout comment on le fait. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et donc comment on le fait, c'est le metteur en scène. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est éventuellement la vision entre un metteur en scène et un personnage. Là-dessus, une phrase qui n'est qu'une réponse partielle à votre question. C'est quand tu as tourné Violette Nozière, prix Goncourt de l'époque, l'auteur dit, prix Goncourt de l'époque, Violette Nozière. Non, la Dentelière, pardon. L'auteur dit, Isabelle Huppert m'a volé ma dentelière. C'est exactement la réponse à votre question, c'est que l'écrit et le cinéma, c'est deux mondes différents. Alors ça aide d'avoir un bon roman. Sauf qu'il faut avoir le courage de le traduire autrement. Et que pas un des plus nuls des romanciers français, Proust, n'a jamais été bien porté à l'écran. Il y a un scénario formidable de la recherche qui existe, mais personne n'a osé le porter à l'écran. C'est-à-dire que c'est deux modes d'expression différents. Et pardon d'avoir, heureusement, en plus je parle de la lectrice principale, il y a vraiment cette phrase, elle m'a volé mon roman. Voilà. Et que c'est le courage qu'il faut avoir quand on s'attaque. Voilà. Il faut se faire l'idée que dans les grands films populaires, Dumas n'est pas l'auteur
je crois qu'il y a eu 150 Trois Mousquetaires. Donc on n'est pas dans le détail. Bon, et puis vous en avez vu aucun, un ou deux, et chacun est différent. C'est-à-dire que la grande histoire aide, mais ça ne suffit pas. Et après ça, il y a le talent du réalisateur, et tout de même, ne les sous-estime pas, les comédiennes et les comédiens. Il n'y a pas un rôle pour Isabelle dans ton livre? Tous. Vous parliez des sous-titres avant. Vous qu'ils étaient trop longs. Pour, non, mais parce que trouver... tu disais traduire, et je disais traduire l'idée d'un œuvre, je disais traduire, c'est trahir en fait. Voilà. Le passage d'une œuvre de fiction à une autre fiction, c'est une forme de trahison. Voilà. Trahison est peut-être trop fort, mais c'est avoir le courage. Vous voyez qu'ils ne m'entendent pas. C'est bien comprendre que le mode d'expression est différent. C'est très simple. Le livre, c'est votre vitesse. Vous revenez en arrière. Vous allez à la fin. Vous revenez au début. Le film, nous vous imposons notre rythme, notre vision. Vous n'avez pas le choix, sinon de sortir de la salle. Donc, c'est un rapport totalement différent à l'œuvre. Et que nous ne pouvons faire un film de qualité d'une grande œuvre littéraire que si nous avons le courage, effectivement, de mettre Dumas, Balzac, Hugo, qui vous voulez, un peu de côté. C'est l'inspiration, et ce n'est pas du tout la même vision, puisque le livre, c'est votre vision à travers la lecture, alors que le film, ça va être notre vision, et que vous n'aurez pas le choix de la lecture. Donc, c'est un rapport culturel totalement différent. On parlait des génériques qui étaient trop longs aujourd'hui et plutôt courts par le passé, ce qui nous arrangeait bien. Harold? Oui, j'ai deux petites questions de tambouille, en fait, pour l'un et pour l'autre. Monsieur Seydoux, dans votre livre, vous parlez avec beaucoup de détails et beaucoup d'amour de ce que c'est que la salle de cinéma. Il se trouve que moi, je programme une salle de cinéma. Et vous nous en avez parlé à l'instant. Or, récemment, la Société Gaumont s'est désengagée de ces salles. Et ces salles, quelque part, la Gaumont n'en a plus. Elles sont passées dans le giron de Pathé, donc de votre frère. Et c'est une conception de l'exploitation qui est, on va dire, atypique dans le sens où c'est les places à 25 €, c'est du premium, etc. Donc je voulais vous demander, pour des grands groupes comme ça, qu'est-ce que c'est en fait véritablement, aujourd'hui, concrètement, la salle de cinéma? Et puis j'ai une question plutôt pour Mademoiselle Huppert. Concernant La Dame aux Camélias, on voit dès le début du film que c'est un film produit par le film du Losange, par Margaret Ménégoz. Et en plein de choses, on peut voir certains détails qui appartiennent à la culture du Losange, ne serait-ce que la présence de Pascal Augier. Je voulais savoir ce que c'était pour vous de travailler avec un producteur, une productrice. Et puis je reviens à M. Seydoux, lui demande, mais alors, du coup, comment ça se fait que le film se retrouve dans le catalogue Gaumont et pas dans celui des films du Losange? Voilà, merci. Je commence, parce que là, le catalogue, ça c'est Nicolas qui va répondre, parce que ça, j'en ai aucune idée. Oui, c'est vrai que c'était une production des Losanges et que Margaret est venue souvent sur le tournage. Après, on a tourné le film entièrement en italien. Dans mon souvenir, et j'avais pas non plus fait... Si, j'avais quand même fait pas mal de films quand j'ai fait celui-là, mais enfin, voilà, c'était quand même une production pour moi qui était majoritairement italienne, avec des comédiens italiens, des décors italiens, un très très grand costumier qui était Piero Tosi, Ennio Garnieri, le chef opérateur, en fait, bon, tous ces, voilà, pour moi ces gens-là ont marqué la fabrication du film. Donc à part la présence de Margaret, que je connaissais déjà depuis quelques temps avant, sur l'aspect vraiment matériel et la fabrication du film, elle était pour moi exclusivement italienne, avec tout d'ailleurs ce que ça comporte. Des choses qu'on... Ah, tiens,
des choses qu'on trouve vraiment spécifiquement, d'ailleurs en faisant ces films en italien, qu'on ne trouve pas peut-être forcément en France de la même manière, ce qui est normal, hein, chacun vient avec ce qu'il sait faire le mieux, et il y a un sens de la beauté, des couleurs, enfin, qui appartient vraiment à une esthétique italienne, mais qui est très très présente dans ce film, et qu'on sentait physiquement tout le temps. Puis Bolognini, c'était vraiment quelqu'un de... Moi, c'est un metteur en scène que j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai toujours été frappée par le fait que Coppola a toujours eu une très très grande admiration pour Bolognini. Enfin, il me l'avait dit. Et c'est un peu le metteur en scène qu'on définit un peu comme un petit maître, surtout peut-être encore plus dans les années 80, vis-à-vis de metteurs en scène comme Fellini, comme évidemment Visconti. Voilà. Mais c'est vraiment un metteur en scène qui a fait des films formidables comme La Biaccia, Le Bel Antonio, Les Garçons, La Galaxie. Bon, voilà. Et puis en plus, c'était un homme absolument délicieux. Voilà, c'était un très très beau souvenir, ce tournage. Voilà. Et maintenant, c'est à toi, Nicolas. Là, vos deux questions n'ont pas un point commun. Je vais commencer par la première. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui est Daniel Toscan du Plantier. Que la Dame aux Camélias, donc il y a chez Gaumont, quand j'y arrive en 1974, un producteur maison, Alain Poiré, grande production populaire en général, assez souvent à succès. Et l'idée avec Daniel, c'est d'aller où n'est pas Alain Poiré. L'idée est très précise. Alain Poiré a peur que Daniel lui fasse concurrence, et donc aller où n'est pas Alain Poiré, c'est d'abord l'international. Dame aux Camélias, Bolognini. Mais il n'y a pas d'équipe. Alain Poiré, il a une équipe. Et qu'il se trouve que Gaumont, que Daniel, va trouver en Margaret Pengoz une productrice exécutive. Donc, l'idée, c'est Daniel Toscan du Plantier et de très nombreux autres films. Qu'après ça, il y a des films qui sont donc partagés entre Margaret Pengoz et Gaumont. Certains vont être dans le catalogue de Margaret et d'autres, voilà. Disons qu'il y a à un moment donné une négociation, et puis on dit celui-là, etc. Mais Margaret, sans rien enlever à son talent, elle est productrice exécutive. C'est Daniel qui est à l'idée de ce film et à l'idée d'avoir Isabelle comme Dame aux Camélias. Donc, voilà, tant que Daniel est resté 10 ans directeur général adjoint de Gaumont, et le nombre de films qui sont faits avec Margaret Pengoz, je ne sais pas, au hasard, les films de Vaida, Danton, etc. Et y compris, je parlais de Proust tout à l'heure, Un amour de Swann, qui n'est sûrement pas le chef-d'œuvre dont on aurait pu rêver. Pointe à la ligne, paragraphe. Gaumont s'est séparé de ses salles parce que, tout à l'heure je parlais des laboratoires, quand le père d'Isabelle s'occupait de l'un d'entre eux, il y en avait 4 en France, j'étais convaincu qu'il y avait la place pour 2 et pas plus. Il n'y avait pas la place en France pour un Gaumont indépendant, un Pathé indépendant, un CGR indépendant, un UGC indépendant, plus Kinépolis. Voilà. Donc, effectivement, Gaumont s'est séparé de ses salles de cinéma, il les a cédées à Pathé. Alors, sur la politique de prix, j'aurais tendance à dire qu'il appartient aux chefs d'entreprise de choisir la politique qui lui semble être la meilleure pour son entreprise. En ce qui concerne en tout cas la région parisienne, il y a de nombreux cinémas qui présentent le même film au même moment. Et tout à l'heure, nous parlions à table du prix des parkings. Et tout d'un coup, j'ai découvert que le prix du parking, 1 heure de parking, c'est 16 €. Donc,
le prix d'une place de cinéma où quand même, quand vous garez votre voiture, c'est pas le spectacle que vous cherchez. Donc, et le prix moyen en France est de 7 euros. Voilà. Donc, ceux qui habitent dans la région parisienne ont un choix de prix, un choix de... voilà. Vous avez des sièges couchettes dans les nouveaux pâtés, vous en avez envie ou vous n'en avez pas envie. Et vous avez le choix d'aller ailleurs. Chez nous, par exemple. Et, non mais ils sont là, il faut les garder. Hein. Ah oui, évidemment. On vous garde, on vous séquestre. Non, on les garde uniquement par l'attractivité que nous leur proposons. Grâce à notre programmation, n'est-ce pas? Merci. Honnêtement, c'est extrêmement passionnant d'entendre Nicolas et Isabelle parler de cinéma. On reste très bien des heures, mais après il y a Massacre à la tronçonneuse. On n'a pas envie de se faire massacrer par les spectateurs qui vont vous succéder. Est-ce qu'il y a une dernière question pertinente? Je suis sûr qu'elle le sera. Oui. Oui, monsieur. Oui, c'est une question pour vous, Madame Père. C'est à propos de votre performance dans le film. Voilà, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir comment vous vous êtes préparé pour ce rôle, et ce qui vous a donné, ce qui vous a intéressé dans ce rôle. Et aussi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez la scène où vous buvez, donc, du moins, votre personnage boit du sang de vache, et je voudrais savoir pourquoi cette scène et ce que ça représente pour le personnage. Vous n'avez pas l'air de vous souvenir, mais c'est pas grave aussi. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi je m'en souviens pas. Alors, comment je m'étais préparée? Moi, j'avais dû lire le scénario. Ça devait bien suffire. Et puis après, j'avais essayé les costumes. Non, mais ça a l'air bête ce que je dis. Mais ça n'allait pas. Non, parce que c'est vrai que j'ai un souvenir quand même très présent de ces essayages qui duraient des heures, mais c'était extraordinaire parce que c'était d'une beauté. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti à l'écran, mais c'était vraiment. Donc d'endosser ces parures les unes après les autres, les essayer avec cette personne qui était Piero Tosi, d'ailleurs je crois qu'il est toujours, Piero, qui était vraiment un très grand costumier, il a fait les plus grands films du cinéma italien, et c'était... Il est décédé maintenant. Il est décédé. Et c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc déjà, c'est comme ça qu'on prépare un rôle, tout simplement. Je n'ai pas de souvenir très autre que ces passages successifs par ces costumes. Et puis, alors le sang, il y a une scène où je bois du sang de vache. Non mais alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, je vais vous dire, les films, on est un peu ingrat avec les films. Parce que moi, je me souviens absolument pas vraiment des films que j'ai tournés. Je suis désolée, mais c'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que je me souviens plus du temps qu'ils faisaient que ce que je faisais. Je me souviens de certaines situations, mais je ne les garde pas en mémoire, à moins de les revoir régulièrement. Et je n'ai pas revu ce film depuis longtemps. Donc c'est peut-être aussi parce que j'en ai fait beaucoup. Mais ça me frappe souvent. Je me souviens pas des films scène par scène. Donc par exemple, cette scène-là, je sais pas, ça devait être du jus de framboise, enfin j'imagine, c'est pas du vrai sang. Ça vous a frappé? Pourquoi? Parce que... non, mais c'était juste plutôt savoir, vous, si vous vous souvenez votre position par rapport à ça, et si ça vous avait marqué, c'est quand même une scène qui est assez marquante dans le film. Et parce qu'on voit quand même l'animal mourir, tout ça, et voilà, c'était juste pour savoir. Oui, d'accord. Non, mais je comprends. Non, mais j'ai pas de souvenir précis de cette scène. J'ai des flashs comme ça, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que parce que je l'ai pas revu là, le film. Non mais on va conclure sur ce sujet. Qui ici a vu les Tontons Flingueurs? Bon, vous êtes quelques-uns. Alors là, je peux vous dire que c'était pas du jus de framboise. Donc il y a une scène où Jean Lefebvre
on ne parlait que de lui, est en train de pleurer. Et que la première prise, Georges Lautner n'est pas content. Il dit, c'est pas du tout ce que je veux, il faudrait que tout ça, ça bouge un peu. J'ai eu la chance de connaître Georges Lautner, et je me suis dit, mais qu'est-ce que vous leur avez donné? Il m'a dit, je ne sais pas, simplement, on a dit aux accessoiristes, maintenant, il faut que ça bouge. Donc, on leur a fait un mélange de tout ce qui peut exister d'alcool le plus fort, et que je peux vous dire que Blier ou Ventura, d'ailleurs même Lefebvre, ou Francis Blanche, avaient un peu de résistance, et qu'ils ont été stupéfaits parce qu'on leur faisait boire. Donc je ne peux pas vous en donner la recette, mais je peux vous garantir que ce n'était pas du jus de framboise. Très bonne soirée. J'ai oublié ma conclusion. En tout cas, c'était passionnant. On fait une petite photo, Paulina? On va faire une petite photo avec Nicolas et Isabelle, dos à vous. Parce que comme a dit Nicolas, sans le public, nous ne serons rien. Donc la preuve par un exemple. Je vous en prie, mettez-vous en position. Vous levez-vous un peu. Merci à vous tous. Voilà. Et revenez fréquemment, car quand même, le cinéma, c'est mieux au cinéma. C'est vrai. Merci pour ce grand moment. Levez-vous tous, sinon ça va faire une forme de désharmonie. Voilà, parfait. Super, on voit tous. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que vous ne pourrez pas quitter ce cinéma sans avoir préacheté le livre de Nicolas Sédou, qui nous a fait l'honneur d'être là en compagnie d'Isabelle Huppert. Je vous demande de les applaudir très fort une dernière fois. Et vive les salles de cinéma! Et je remercie aussi Gallimard, l'éditeur du livre, qui a toute sa place Qui a tout fait pour que les livres ne soient pas là, mais ils le seront très bientôt. Merci à Gaumont, merci à vous, et à très bientôt.